Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans les mondes. Événement qui rentrait la caille. Bienvenue dans le magazine événement sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale dans chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. J'en connais pendant période ça, c'est une série numéro spéciale que n'a offert dans moment côté sous toute planète là, il y a suivre évolution, une actualité électorale qui peut être en pile surprise dans les États-Unis, n'a tourné sur une page sombre dans histoire qu'aucune puissance ça, un aspect qui peut intéresser moun dans élection ça qui a avancé dans les États-Unis, c'est façon candidat démocrate là Kamala Harris a valé terrain avec Kamala Harris, il a regardé perspective pour une femme noire t'avine président États-Unis après un nègre noir Barack Obama t'est arrivé réaliser 2 mandats président, c'est sans précédent. Obama était un politicien qui pi influent dans société américaine. C'est un symbole qui fort en pile leur considérer ça noir t'a subi ou bien même continuer subi dans pays États-Unis. En songer George Floyd non ça pas fouti pas dou qui choy en 2020 dans Minneapolis, un policier blanc mettait monsieur à terre et puis il plantait un genou sous coup Nexa qui te gagne 47 ans jusqu'à ce que George Floyd rive mourir en bas genou blanc ça. Histoire ça fait songer période la terreur, discrimination raciale dans état surtout qui dans sud États-Unis au système ça li déporté non Jim Crow pendant 70 ans américain noir ont subi régime féroce ça qui était basé sur question race supérieure, même gens avec ça passé dans pays Allemagne sous Hitler. Jim Crow, le terrorisme de caste en Amérique. C'est un livre chercheur Loïc Wakan qui analysait système ça et puis façon le river imposer ça aurait les yon suprématie blanche. Chercheur à répondre question Sylvie Noël dans RFI. Dans Jim Crow, le terrorisme de caste en Amérique, vous détaillez les ressorts de ce régime de domination raciale qui s'est imposé aux Noirs américains dans les États du Sud des États-Unis dans les années qui ont suivi la guerre de sécession, jusque dans les années 1960. Avant de poursuivre, d'où vient ce nom Jim Crow? Jim Crow est le nom d'une chanson et d'une danse qui s'appelait Jump Jim Crow, qui était un numéro de scène qui était fait par un artiste de blackface qui s'appelait Thomas Dartmouth Rice. Très connu à l'époque. Très connu à l'époque. Donc cette chanson a été créée en 1832 et elle est devenue
très vite un standard des shows dans lesquels on montrait un personnage qui soi-disant était un esclave content de sa condition. Avec des vêtements rapiécés et qui parlait donc soi-disant... En éthiopien. Alors, ce régime terrible va s'imposer à 7 à 10 millions de Noirs pendant environ, on va dire... 70 ans, entre 1890 et 1960. Pourquoi à partir de 1890, très rapidement? Parce que le Nord et le Sud se réconcilient après la guerre de sécession. Et les politiciens du Nord, en quelque sorte, scellent la réunification du pays sur le dos des Noirs américains, en laissant les potentats du Sud régler la question raciale à leurs mains. Ils abandonnent tout droit de regard sur la gestion de la population noire dans le Sud. Alors, l'objet de ce régime racial que vous décrivez très bien dans votre livre, c'était d'assurer l'obéissance de la population noire. Vous écrivez que Jim Crow est le nom ordinaire d'un régime extraordinaire de contrôle racial extrême. Comment fonctionnait ce régime ? Alors il avait 4 éléments principaux. D'abord, il y a une infrastructure économique qui était faite de métayage virant à la servitude pour dette, puisque les propriétaires blancs truquaient les comptes et à la fin de la saison et de la récolte, les métayers noirs se trouvaient être endettés. Et s'ils venaient à contester les comptes qu'établissait le propriétaire blanc, ils étaient immédiatement l'objet d'une violence très grande et donc ils risquaient leur vie. Et donc, grâce à ce système, les métayers se trouvaient attachés à la terre et obligés de travailler dans des conditions abominables d'une année sur l'autre. Ça, c'est le premier élément. Donc, dans une dépendance économique où il y avait un système finalement de dette qui se renouvelait et qui faisait qu'ils étaient totalement prisonniers de cette dépendance économique. Et le grand sociologue William Dubois décrit ce système comme une servitude pour dette. Ça donc c'est la base économique, mais le cœur du réacteur de Jim Crow, c'est un ensemble de règles qui dédoublent les institutions, qui fait par exemple que dans les magasins, les hôtels, les bars, les cinémas, les lieux de transport, les toilettes, les cimetières, les hôpitaux, il y a une place réservée pour les blancs, white only, et une place réservée pour les noirs, colored only, donc qui sépare les deux communautés. Et cette séparation, elle s'accompagne de l'imposition d'une étiquette raciale qui régit les rapports de face à face et qui, dans chaque interaction, marque l'infériorité et l'indignité des noirs. Alors par exemple, il y a les termes d'adresse, les noirs doivent s'adresser aux blancs en disant sir and madam, alors que les blancs, eux, s'adressent aux noirs en les appelant boy, auntie. Il y a par exemple les règles qui veulent que quand les noirs et les blancs se croisent sur un trottoir, le noir doit sortir du trottoir et laisser passer le blanc sous peine d'être insulté, rabroué, éventuellement arrêté par la police. Il y a 2 autres exemples que vous notez dans votre livre. C'est un noir qui conduit une voiture doit la priorité à une voiture conduite par un blanc. Et puis il y a aussi, je crois que c'est dans le Mississippi, dans un bureau de poste. Oui. Alors il y a cette chose extraordinaire qui est que le bureau de poste alloue un personnel pour systématiquement biffer la marque Monsieur et Madame sur les lettres adressées à des résidents noirs. Et par exemple, la loi interdit, alors la coutume interdit évidemment que les Noirs et les Blancs mangent ensemble, fument une cigarette, partagent un verre, mais la loi stipule également que tous les espaces dans lesquels les Noirs et les Blancs pourraient se rencontrer, en termes d'égalité et de réciprocité, sont interdits. Par exemple, dans l'Alabama, la loi interdit aux Noirs et aux Blancs de jouer aux dames ou de jouer aux échecs. Même dans un lieu privé. Même dans un lieu privé. Donc oui, il y a ce déni systématique d'égalité, de dignité. La troisième composante, c'est ce que vous appelez la superstructure civique de privation des droits politiques et judiciaires, parce qu'on pouvait penser que les Noirs pouvaient peut-être avoir un moyen d'inverser ce système, mais ils n'ont ni accès au vote, ni véritable accès à la justice. Oui, alors sur le papier, ils deviennent citoyens, ils ont le droit de vote, mais dans la réalité, ils sont exclus du scrutin par tout un ensemble de règles byzantines d'inscription, par la clause dite du grand-père, qui veut qu'ils ont le droit de vote uniquement si leur grand-père a voté lors les premières élections après l'abolition. Ils sont également exclus du vote par l'intimidation et la violence.
qui est le quatrième élément composant ce système, qui est en quelque sorte le ciment qui le fait tenir ensemble. Violence qui donc s'exerce contre les métayers pour les forcer à cette servitude pour dette. Violence qui est également est déclenchée de manière régulière et qui est toujours une menace possible pour imposer l'étiquette de race, l'étiquette raciale. Et violence qui cible les Noirs qui chercheraient à avoir accès au tribunal ou qui chercheraient à exercer leur droit de vote. Cette violence, il faut comprendre qu'elle est protéiforme. Ça peut être l'intimidation, l'agression, le goudronnage, le fouettage, les chasses à l'homme, les lynchages, y compris une catégorie de lynchage que les historiens appellent lynchage avec torture publique, où avant d'être lynchés, les accusés noirs étaient torturés parfois pendant des heures devant des foules de plusieurs milliers de blancs qui se réunissaient dans ce qui était, de leur point de vue, une espèce de fête. On amenait ses enfants, on était endimanchés, on assistait donc à ce supplice, à la fin duquel le corps souvent était dépecé. Des personnes qui avaient assisté à cette mise à mort se ruaient sur le bûcher, par exemple, pour récupérer des souvenirs, qui une dent, qui un morceau de doigt, qui une branche de l'arbre qui avait servi au lynchage. Et ces souvenirs, également les Blancs qui participaient à ces supplices de caste, puisqu'il faut les appeler par leur nom, ils se faisaient prendre en photo devant le supplicié et on faisait des cartes postales qu'on envoyait à sa famille et à ses amis pour dire « J'étais là, j'ai assisté à ce qu'on peut appeler un festival de rage de caste qui visait à marquer la supériorité des Blancs, la suprématie blanche, et qui en quelque sorte était un moment où les Blancs se donnaient en spectacle à eux-mêmes dans leur pouvoir racial. » Vous écrivez l'imagination de la violence raciale sous Jim Crow était sans limite. Et d'ailleurs, précisons-le, vous ouvrez votre livre sur le récit d'un lynchage à Waco, Texas, oui. Et avec une photo. Oui, et une photo qui montre la foule un peu de loin. Il y a 10 photos dans le livre. C'était difficile de choisir la photo qui était juste pour à la fois ne pas édulcorer et ne pas minimiser cette violence terroriste et d'un autre côté ne pas donner dans la pornographie de la violence. Et donc cette violence, je l'appelle violence terroriste, oui. Parce qu'elle vise... alors c'est une violence... Voilà, choisir ce thème peut surprendre, oui, mais... Oui. Alors je remonte à l'origine du terme, qui provient de la période dite de la terreur, pendant la Révolution française, et qui était une période durant laquelle le gouvernement de Robespierre intimidait les opposants au régime et exerçait une violence vers les citoyens. Donc cela pour rappeler que le terrorisme, c'est pas seulement des groupes armés qui combattent un État, ça peut être aussi un terrorisme d'État. Dans le cas de Jim Crow, c'est la combinaison des deux. Il y a une violence qui vient d'en bas, qui est la violence de tous les Blancs qui peuvent exercer en toute impunité une violence qui peut être létale contre leurs concitoyens noirs. Mais il y avait aussi une violence d'État qui était la violence de la loi, les arrestations abusives, les procès hâtifs, les condamnations complètement hors de proportion avec les actes commis par les accusés. Et donc il y avait cette violence d'État et cette violence ordinaire venue d'en bas qui convergeait vers les victimes noires de telle sorte à créer un sentiment d'inquiétude permanent, un sentiment même de terreur qui faisait que les Noirs vivaient dans un climat d'inquiétude permanente. Vous appelez ça la menace de la mort blanche. Oui, ça veut dire qu'à tout moment, dans une interaction même la plus anodine avec un blanc, le noir devait toujours se méfier que cette interaction ne déraille pas, pour avoir contredit un blanc dans une conversation, ou pour ne pas s'être écarté suffisamment vite quand on est sur un trottoir, ou pour avoir regardé une femme blanche, même par inadvertance. Il y avait toujours cette possibilité que l'interaction déraille et que la violence se fasse jour et s'accélère jusqu'à devenir létale. J'ai une petite citation assez courte qui provient du livre de l'anthropologue John Dollard, qui a fait une étude de terrain à Indianola dans le Mississippi dans les années 30 et qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Caste et classe dans une ville du Sud, et il écrit cette phrase qui à mon sens résume bien le cœur du réacteur racial qu'était Jim Crow. Il écrit: chaque noir du Sud sait qu'il est sous le coup d'une sorte de condamnation à mort. Il ne sait pas quand son tour viendra, mais il peut aussi bien arriver à tout moment. Cela tend à intimider l'homme noir et à le pousser à la soumission.
Et l'autre terme, c'est celui de caste, parce que le titre de votre livre, c'est Jim Crow, le terrorisme de caste en Amérique. Quand on parle de caste, on pense, nous, souvent à l'Inde. Pourquoi, pour vous, cette comparaison est pertinente? Parce que le concept de caste, il a 4 éléments. Il fait référence d'abord à un système hiérarchique rigide, dans lequel il n'y a pas de mobilité des catégories basses vers les catégories hautes. C'est aussi un régime où on est assigné à un groupe à la naissance, donc on est dans un groupe, on mourra dans ce groupe. Ça fait référence à des groupes qui sont endogames, c'est-à-dire où les membres ne se marient qu'entre eux. Et cette hiérarchie rigide entre groupes endogames, elle est justifiée par une doctrine de la pureté, une doctrine de la supériorité congénitale. Dans le cas de l'Inde, c'est une doctrine de la pureté qui est d'origine religieuse. Mais si on élargit un peu ce critère et qu'on fait rentrer sous ce critère de pureté la doctrine de la supériorité, à ce moment-là, on arrive à une caractérisation très précise de ce qu'étaient les rapports entre noirs et blancs dans le sud des États-Unis. Donc, dans le livre, je développe ce concept de caste et je redéveloppe et précise bien le concept de terrorisme comme une violence qui s'exerce par surprise, qui est ciblée, qui vise une cible qui représente une catégorie et qui vise à instiller la peur à tous les membres de cette catégorie. Et donc, je montre que la notion de caste et la notion de terrorisme s'appliquent tout à fait à ce régime de Jim Crow, et donc je les assemble, et c'est la conclusion du livre, que pour comprendre ce régime, il faut le comprendre comme un régime de terrorisme de caste. Et c'est un régime qui est donc adossé, on l'a un peu évoqué, mais donc au mythe de la goutte de sang noir, où l'identité est donc déterminée par le sang. Vous parlez aussi de l'obsession chez les Blancs du sud des États-Unis de la noirceur invisible. C'est parce que, on l'a pas dit, mais après la guerre de sécession, la défaite des États confédérés du Sud, il y a eu cette crainte des Blancs du Sud de voir leur monde s'écrouler. Oui, et donc la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage, il menace les Blancs dans 2 dimensions. La dimension matérielle, puisque il faut reproduire l'économie agraire, et donc pour cela il faut fixer la main d'œuvre noire sur la terre pour qu'ils ne deviennent pas des prolétaires libres de vendre ou non leur force de travail. Donc ça, c'est le rôle du métayage soutenu par la violence raciale. Mais il faut aussi pour les Blancs maintenir le sens de l'honneur, le fait d'être supérieur. Alors c'était sous l'esclavage, c'était les hommes et les femmes libres étaient par définition supérieurs à ceux qui vivaient sous la servitude. Mais quand l'esclavage est aboli, se trouve la question de savoir est-ce que les Blancs sont toujours supérieurs aux Noirs. Et ce régime de Jim Crow, il se met en place pour assurer le monopole continué des Blancs sur la notion d'honneur. Et ça va se perpétuer avec, donc, il y a cette règle qui veut, aux États-Unis, et qui est particulièrement appliquée avec une virulence particulière dans le Sud, qui est que est noir est considéré comme noir toute personne ayant un ascendant noir, même si c'est soit la distance de la génération. Par exemple, on peut avoir sur 64 ancêtres, on peut avoir un ancêtre noir et 63 ancêtres blancs, et on peut être d'apparence physique tout à fait blanche, mais on est considéré comme un noir. Et donc il y avait chez les Blancs cette obsession de la pureté raciale, cette peur que quelque part on ait eu un ancêtre noir et que donc on soit ravalé à la catégorie considérée comme inférieure. Cette règle de la goutte de sang, elle joue un rôle important parce que dans les systèmes de catégorisation raciale où on détermine à quel groupe on appartient, qui font appel au sang plutôt qu'à l'apparence physique, on a une dichotomie entre ceux qui n'ont pas de sang noir et ceux qui en ont. Et donc cette dichotomie, elle crée cette anxiété de la pureté raciale qui est l'anxiété des Blancs. Et cette anxiété, elle est en quelque sorte le moteur de l'étiquette raciale, elle est le moteur du dédoublement institutionnel, elle est le moteur de cette volonté d'extraire la déférence. Les Noirs doivent toujours se comporter avec déférence vis-à-vis des Blancs. Et je dis, le système, il fonctionne de la manière suivante, qui est que le Blanc le plus bas est toujours plus haut que le Noir le plus haut. Et que donc, toute personne noire doit marquer son infériorité, son indignité et son admiration pour les Blancs. Et pour les Blancs, toujours le sociologue, l'anthropologue John Dollar dit que pour les Blancs, le fait de recevoir dans chaque interaction cette déférence des Noirs, elle se traduit par ce qu'il appelle un sentiment d'illumination du soi et le sentiment d'être quelque chose de spécial et quelque chose de valorisé. Et donc c'est ce que le grand sociologue noir William Du Bois
bourgeois appellent the wages of whiteness, le salaire de la blanchité. Donc c'était ce profit psychologique de savoir qu'on est membre d'un groupe supérieur, et cette supériorité, elle se marque par ces interactions asymétriques qui renvoient les Noirs à l'indignité. Et ça montre aussi deux choses, la disparition de la notion de mulâtre sur cette période, et puis deuxièmement, cette crainte que pouvait générer chez les Blancs, on va dire la petite bourgeoisie noire, en tous les cas les Noirs qui réussissaient, qui étaient instruits. Alors cette violence de Jim Crow, qui est donc multiforme et qui a des sources qui sont les Blancs ordinaires, mais aussi les bandes de vigiles comme le Ku Klux Klan ou les White Knights of Camellia. Et donc cette violence, elle cible particulièrement les Noirs qui s'élèvent un tout petit peu parce qu'ils sont vus comme le démenti vivant de la doctrine de l'infériorité des Noirs. Et donc il est intolérable qu'ils s'élèvent. On considère qu'ils sont impudents. Alors le terme anglais c'est uppity, donc qui ne restent pas à leur place. Et donc je raconte dans le livre cet épisode qui est très frappant, qui est un fermier noir qui est assez riche pour s'être acheté une automobile, qui vient dans la petite ville avec sa fille. Un groupe de Blancs arrête cette automobile, les fait descendre, arrose l'automobile de kérosène et il met le feu et en criant à ce noir et à sa fille, désormais vous les nègres, quand vous viendrez à la ville, venez avec cette bonne vieille mule. Et donc ça dit bien que dans tous les domaines, pour les Noirs, marquer leur volonté d'ascension, marquer leur volonté d'être traités sur un pied d'égalité, était réprimé de manière sévère, parce que être sur un plan d'égalité et de réciprocité, ça voulait dire, pour les Blancs, c'était l'idée que les Noirs voulaient aussi rentrer dans les espaces d'intimité, et donc les espaces de mixité sexuelle, et donc cette mixité sexuelle, elle était perçue ou le danger de cette mixité sexuelle, elle était perçue par les Blancs comme une menace sur leur pureté raciale et comme la voie vers la dégénérescence raciale. Il faut rappeler que près d'un tiers des lynchages, les 3400 lynchages qui se déroulent entre 1880 et 1945, près d'un tiers sont liés à des accusations de viol de femmes blanches par des hommes noirs ou à de simples violations des règles de séparation sexuelle. Vous utilisiez tout à l'heure ce terme d'obsession de la pureté raciale. Moi, je l'ai appris dans votre livre que les nazis donc en Allemagne, avaient étudié ce système Jim Crow. Et ils l'ont d'ailleurs trouvé trop sévère. Enfin, ils se sont dit qu'ils pourraient pas l'appliquer. Alors, il y a un très beau livre du juriste James Whitman qui a été traduit en français. Je crois le titre, c'est Le modèle américain de Hitler, dans lequel il montre que les juristes, les spécialistes du droit, les dirigeants nazis s'étaient beaucoup inspirés des lois américaines en général sur l'eugénisme, des lois sur la citoyenneté, mais ils avaient une admiration particulière pour le système de Jim Crow qui leur semblait être la réalisation de ce que doit être un État racial. Mais ils étaient quand même choqués. Donc quand on choque les nazis sur le plan racial, on sait que on est arrivé quand même à une extrémité. Ils étaient en particulier choqués par la méticulosité de l'exclusion raciale, par le fait que tous les documents officiels portaient la race blanc ou noir des individus, et ils étaient particulièrement choqués par la règle de la goutte de sang, il leur paraissait invraisemblable que quelqu'un ayant une majorité d'ancêtres blancs et étant de phénotype européen, il leur semblait excessif de considérer cette personne pour noire, alors que c'était en quelque sorte le cœur de la conception de la pureté raciale pour les blancs du Sud. On trouve dans les romans le grand romancier du sud des États-Unis, William Faulkner, dans beaucoup de ses romans, dont Absalom ou Lumière d'août, donne une narration de cette peur des Blancs, de cette noirceur invisible, la peur qu'on découvre que parmi leurs ancêtres il y avait un noir et donc qu'ils se trouvent frappés de déchéance sociale, rejetés de la société blanche, forcés de s'immerger dans la société noire. Et donc cette peur de la noirceur, elle jouait un rôle important dans la création d'une distance sociale entre noirs et blancs, puisque les blancs
Pour un blanc, par exemple, fréquenter une famille noire, ça crée immédiatement la suspicion que si ils vont parler avec les Noirs, s'ils les traitent sur un plan d'égalité, c'est peut-être que eux-mêmes sont noirs, et donc immédiatement l'ostracisme racial s'appliquait à eux. Et donc cette peur de la noirceur invisible, elle jouait un rôle important dans la création de la distance sociale entre noirs et blancs. 2 dernières questions. Le terme Jim Crow apparaît 1832. Dans la chanson. Alors en fait, le terme Jim Crow donc va rentrer dans la culture nationale du pays à la suite de la publication du livre d'un grand historien qui s'appelle C. Vann Woodward, qui écrit un livre qui s'appelle The Strange Career of Jim Crow, l'étrange carrière de Jim Crow. Il est publié en 55. En 1955. Oui. Et qui va faire connaître ce régime de domination raciale et donc faire connaître le terme de Jim Crow qui va à ce moment-là rentrer dans la culture nationale et qui aujourd'hui est de plus en plus invoqué par les défenseurs des droits des personnes noires aux États-Unis, par les militants pour la justice raciale, qui l'utilisent pour désigner de manière très lâche, peut-être un peu floue, justement une situation d'injustice raciale. Et moi, je suis partisan de faire attention à l'usage un peu trop général et un peu trop lâche, puisque, par exemple, une situation de discrimination, on va dire, c'est le retour de Jim Crow. Je pense qu'on minimise le caractère systématique et la violence qui était au fondement du vrai régime de Jim Crow, qui s'effondre dans les années 50 et 60 pour plusieurs raisons. D'abord, il y a la mécanisation de l'agriculture du Sud qui fait qu'on n'a plus besoin de la main-d'œuvre noire, donc le métayage, donc le métayage s'effondre par lui-même. Les Noirs migrent par millions hors du régime du Sud pour échapper notamment à sa violence et donc ils gagnent les villes du Nord industrielles, dans lesquelles ils vont être contenus dans le ghetto, mais le ghetto, ça n'est pas Jim Crow. Ensuite, il y a évidemment la montée du mouvement des droits civiques de Martin Luther King, qui va attaquer de front le système de Jim Crow et notamment l'exclusion judiciaire et l'exclusion politique, l'exclusion du droit de vote. Et puis il va y avoir la guerre froide joue un rôle important, qui est qu'avec la décolonisation et l'émergence de nouveaux pays, les États-Unis et l'Union soviétique se livrent une guerre idéologique pour attirer ces nouveaux pays, pour être le modèle que l'on va imiter. Et dans les années 50 et 60, les violences que l'on voit dans le sud des États-Unis, le déni d'égalité, la brutalité de la domination raciale, évidemment, ça fait tâche. Ça fait tâche. Les États-Unis ne peuvent pas se présenter comme le pays de l'égalité et de la liberté. Et ça, cette violence, elle n'est plus acceptable. Et donc, en enlevant la violence terroriste, on enlève le ciment qui fait tenir le système. Et c'est ainsi que dans les années 50 et 60, il va en se délitant. Alors, pour les Blancs, c'est un effondrement dont on a mal à imaginer le caractère remise en cause de remise en cause totale dans leur être social. C'est pas seulement une institution qui s'effondre, c'est leur identité, c'est leur place dans le monde. Mais c'est là que le mouvement des droits civiques va en quelque sorte gagner la bataille. Mais le résultat, ça n'est pas l'effacement des inégalités raciales ou l'effacement de la domination raciale, mais Jim Crow meurt, mais le ghetto survit, et dans la période qui suit l'effondrement du ghetto, on a une structure qui se met en place, qui est l'intersection entre ce que j'appelle l'hyper-ghetto et le système pénitentiaire, qui fait que notamment les Noirs pauvres se retrouvent soumis à une domination très virulente, qui est le produit de l'exclusion raciale, mais aussi de l'exclusion économique, et de malheureusement l'inclusion pénale, qui est qu'ils sont vus comme un groupe dépendant, déviant, dangereux, qui doit être tenu par une main de fer et qui doit être en quelque sorte pris en main par l'État. À la fois, d'un côté, les femmes noires pauvres sont la cible des politiques d'aide sociale punitives et disciplinaires. C'est le passage du welfare au workfare. Donc, tandis que les hommes, notamment les jeunes hommes noirs qui vivent dans les vestiges de ce qui reste du ghetto noir, sont eux la cible de politiques pénales expansives, qui fait que ces politiques sociales restrictives et cette politique pénale expansive convergent vers la population noire qui réside dans les vestiges du ghetto et qui se retrouve doublement marginalisée par les politiques d'État. Chercheur Loïc Wakan t'a
parler sous livre qui relève Jim Crow, le terrorisme de caste en Amérique. C'est un livre qui analysait système discrimination raciale ça et puis façon l'arrivée imposée ça aurait une suprématie blanche. Chercheur à répondre question Sylvie Noël dans RFI et nous te reprendre interview ça dans événement pour un numéro spécial magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui passé sous scène internationale. Nous disons merci pour attention, nous capable écouter émission ça le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast et YouTube. Comment nous y est? Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash sous ça qui a passé dans les mondes. Événement qui rentrait la caille non.